Bonjour. Nous allons faire le club. Ok. Pour laisser la place à Monsieur le secrétaire général académique pour le mot de bienvenue. Ceci est un grand jour, puisque nous avons pu faire une grande pêche et nous avons pêché un gros poisson. Le gros poisson s'appelle Charles Onana, l'auteur de l'Holocauste au Congo. Je voudrais simplement, cher Charles, je peux vous appeler ainsi, puisque vous êtes très attaché non seulement au Congo, mais aussi à l'UNICIC à travers notre professeur, notre collègue Emmanuel Nachimouroula. Cher Charles, regardez tout ce monde, regardez cette belle jeunesse habillée avec l'œuvre de vos doigts, Holocauste au Congo, qui vous réunit aujourd'hui ici. Au mot de bienvenue, je voudrais m'exprimer dans les 4 langues nationales de ce pays vaste, de ce pays riche pour lequel vous prenez des risques, pour lequel vous êtes vent debout pour que nous soyons en paix. Boye Bolamo en Lingala, Charles. Puissambote en Kikongo, Charles. Caribou en Swahili, Charles. Charles Ouitoubé Toaboué en Chiluba. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, puisqu'ici vous êtes dans le sanctuaire du journalisme. C'est ici que sont nées les grandes voix, les grandes plumes de la presse. Et il y a 50 ans, que l'homme qui est assis à votre gauche va bientôt honorer, puisque nous continuons avec les cinquantenaires. C'est ici où se passe, où se laboure, où se cultive la communication. Et donc je crois que dans votre parcours, vous direz quand vous rentrerez, oui, vous avez visité la colline inspirée, mais vous avez bien fait de finir par les ingénieurs des consciences, les fabricants de la propagande, les fabricants des hommes politiques. C'est nous les communicologues, et nous disons que je crois parce que nous avons tellement attendu, nous nous sommes excusés puisque le professeur émérite Cambo ne va pas me contredire. Ici nous disons Mounous et Mounous. Charge publique, mais avec élégance en face, avec Charles Onana. Nous allons commencer par la croche, comme on dit en publicité. Le gros poisson, aujourd'hui, c'est Charles Onana. Qui est Charles Onana? Monsieur Auguste Charles Onana, 60 ans depuis le 18 février dernier, est un journaliste d'investigation, c'est-à-dire d'enquête, franco-camerounais, diplômé de la Sorbonne et politologue, puisqu'il est auteur d'une thèse défendue et présentée avec maestria le 21 décembre 2017 à l'Université Jean Moulin de Lyon, 3 en France, thèse intitulée « Rwanda, l'opération turquoise et la controverse médiatique 1994-2014 ». Analyse des enquêtes journalistiques, des documents secrets de défense et de la stratégie militaire sous la direction du professeur Jean-Paul Joubert, qui a été directeur du Centre lyonnais d'études et de sécurité internationale et de défense, et qui est surtout l'auteur de Rousseau et les relations internationales. Charles Onana est spécialiste des conflits armés et des questions géopolitiques. Il est, et c'est très intéressant pour nos étudiants, fils spirituel du célèbre journaliste d'investigation, j'ai cité Pierre Payan d'Heureuse Mémoire, qui a écrit Fureur blanc, menteur, Noir Fureur blanc, menteur, Rwanda 1990-1994, l'argent noir, corruption et développement, et je passe. Charles Onana est un militant, parce que
pour le Congo, pour la paix dans la région des Grands Lacs, il a plusieurs fois été mis en examen pour contestation des crimes contre l'humanité, notamment par la Fédération internationale de droits de l'homme et par la fameuse Association communautaire rwandaise de France, CRF, en 2019, pour soi-disant avoir tenu des propos niant les génocides perpétrés contre le Tutsi dans son livre « Le Rwanda, la vérité et l'opération turquoise », quand les archives parlent. Déjà en avril 2009, Charles Onana publiait « Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise » avec une préface, tenez-vous bien, de la sénatrice américaine Cynthia McKinney. Onana a vu la plainte lui portée être classée sans suite par le parquet de Paris le 28 octobre de la même année, c'est-à-dire en 2019, année de son dépôt, ce qui est une victoire pour un journaliste d'investigation, pour un journaliste polémiste. Alors, aujourd'hui, parlons un peu, mais parlons beaucoup de ce qui nous réunit. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, eh bien, non seulement vous êtes habillé de la couverture de ce livre, qui est l'œuvre de ce main, mais je vous dis que c'est un document explosif. Un document explosif sur le drame congolais, notre drame. Ici, là et maintenant, nous sommes réunis pour écouter en face à face Charles Onana autour de la thématique de son livre « Choc, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». Il faut absolument lire pour mieux comprendre les coulisses de notre drame congolais, qui est en fait une guerre sans image, une guerre pour nous minérer, pour dire comme le terrain. En deux chapitres majeurs, le plan secret d'invasion militaire du Congo-Zaïre et les Banyamulenge et la destruction préméditée de la République démocratique du Congo, Charles Onana nous raconte sur 483 pages les méthodes rwandaises pour masquer l'invasion du Congo de Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tiens, je croyais que vous alliez applaudir. En leur offrant un éclairage documenté tiré des dossiers en béton, bien ficelé, bien argumenté et surtout écrit avec toute l'indignation nécessaire à l'exhortation des Congolais, surtout de cette belle jeunesse avec le demain que vous êtes. Ce livre est écrit avec une capacité d'indignation intacte, je pourrais ainsi dire, et nous exhorte tous à cesser de dormir, à cesser de nous victimiser. D'un regard scientifique, brièvement je pourrais dire que nous pouvons reprocher à Charles Onana sa difficile distanciation entre le journalisme d'investigation, la politologie, puisque le politologue, il est commis à la froideur de la preuve qui est en lui. Mais son militantisme affiché lui a souvent été reproché par une certaine opinion pour la cause du généreux et hospitalier peuple congolais, notre peuple, qui paye aujourd'hui de ses propres turpitudes pour avoir été si hospitalier et paraît dormir sur sa victimisation. Mais qui, ici parmi nous, cher Charles, pourrait vous reprocher, pourrait vous empêcher, vous qui avez cherché et trouvé la vérité de nos malheurs, de garder intacte votre capacité d'indignation? Holocauste au Congo, chers amis, est somme toute un livre d'enquête fouillé et respectable, qui décrit et analyse en amont comme en aval les raisons motrices de la bouteille à l'encre de cette guerre injuste que nous imposent les lorgneurs cupides de nos richesses naturelles et légitimes, nos chers mauvais voisins, par des réclamations maquillées. En réalité, nous sommes victimes des acteurs de la mafia, du business, des plus forts militairement, aux dépens des damnés de la terre. Et nous risquons de demeurer si nous ne décidons de stopper cette hémorragie. Alors, il ne sera pas seul. J'ai deux autres orateurs qui n'auraient pas voulu que je le présente, puisque ce sont vos professeurs. D'abord, Jean-Richard Kamba-Ibouacha. Qui est Jean-Richard Kamba-Ibouacha? J'allais dire Kouajik. Il est auteur de Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs de 1965 à nos jours. Et c'est très intéressant pour les chercheurs qui est Charles. Kamba-Ibouacha est docteur en histoire de mentalité de l'Université de Montréal. Il est Master of Arts à l'histoire contemporaine, toujours de l'Université de Montréal. Il est certifié en langue anglaise de l'Université de Brunswick, de McGill, donc Concordia, toujours au Canada. Il est professeur
émérite des universités et actuellement notre recteur à l'UNICI. Je voudrais peut-être terminer cette présentation parce que Kamba Iwacha a tellement écrit, mais nous n'avons pas le temps. Nous sommes en communication, soyons stricts. Mais permettez-moi quand même de céder à une citation qu'il écrit, qui le colorie. Il a cité dans son livre « Conflit et guerre au Congo des Grands Lacs », que j'imagine qu'il va offrir à M. Onana, le poète Watch. Je cite « L'aube et le crépuscule se moi. En solitaire, je fais ma vie. Passant mon temps à provoquer. Soleil, air, eau, terre. Poète sans le savoir ni le vouloir. Matin et soir, attentif aux échos. Disons au monde, réveille-toi, la nuit a pris fin. Voici ce qu'est Jean-Richard Kamba Iwacha, notre recteur. J'allais dire qu'il est auteur entre autres, mais il m'a dit d'être bref. Il a écrit Demain le Zaïre, choix idéologique et barrières mentales. Il a écrit Le mal zaïrois et les dérapages de la transition démocratique au Zaïre. Mais surtout Charles, il a inventé un mot que vous n'avez pas vu à l'école ni à l'université, le chitantisme, au cœur de l'élévation de la société Loubakassai, sans ce mensonge d'une mentalité. Il y a eu le prix du livre en 1990, puisqu'il est à quelques pas de vous qu'il vous dit ce que c'est que le chitantisme. Maintenant, je m'en vais présenter un troisième orateur qu'on ne présente plus. Jean Chrétien, ils sont tous des gens bien. Jean-Richard et Jean Chrétien. Mais Jean Chrétien Kamodo Sengue, professeur émérite, là, vous le reconnaissez. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université catholique de Louvain, mais il est surtout licencié en sciences de l'information et de la communication de la toute première promotion chez Charles de l'ISTI, qui était l'Institut des sciences et techniques de l'information. C'est mon ancien professeur. J'ai été son enquêteur de sa thèse. Il est ancien recteur de notre université. Voici 50 ans, ce monsieur a fourni le pas ici, et il est là assis, le professeur émérite. Eh bien, c'est un passionné de faits anodins et banals de la communication. Il a beaucoup écrit, mais entre autres, le professeur émérite Ekambo Dwasenge a écrit Histoire du Congo, République démocratique du Congo, par la presse, des origines à l'indépendance. C'est en 2013. Information et communication, de la chronique à l'Uchronique. Félix Tshisekedi, devenir président en 50 plus 20 jours. Média pionnier au Congo, préfacé par Bertrand Kadeboche, que vous connaissez. Le Congo Zanzibar, du journaliste Henri Morto Stanley. Beaucoup ne savent pas que Stanley était journaliste. Eh bien, ce professeur émérite l'a démontré et couché sur papier. Et enfin, Charles, un titre qui vous intéresse et qui vous unit, puisque Ekambo Dwasenge a écrit « Les léopards au sommet du football africain ». Pas ceux qui font les films aujourd'hui, ceux-là, il y a longtemps, ceux-là qui ont remporté la Coupe d'Afrique. Mais vous aussi, vous avez écrit, je vous rappelle, Charles, Une vie de lion. Une vie de lion avec Roger Mila, préfacé par le roi Pelé, postfacé par Sepp Blatter, qui était ancien président de la FIFA. Voyez-vous, nous avons un beau cocktail pour faire une sauce dialectique aujourd'hui, j'ai dit. Pendant que l'académique s'installe, un petit intermède, 2 minutes. Aussi bien, il n'y a que moi qui parle, dira-t-on. Nous avons annoncé le programme. Nous allons commencer d'abord
par celui qui tient le bâton, celui qui décide de l'apparition de la lune à l'unistique. J'ai cité, monsieur le recteur magnifique, dont dit l'écurie. Le professeur Kambaï Boacha va nous fixer et contourner le cadre, en fait, de notre intervention d'aujourd'hui. Monsieur le recteur. Chers convives, chers invités, nous savons tous que entre avril et juillet 1994, la RDC a été envahie par un afflux étonnant de réfugiés rwandais. Et en tant que pays légendairement hospitalier, c'est vrai, désormais réfugiés rwandais, comme on les appelle ici chez nous, sont devenus un alibi, un prétexte fallacieux pour attaquer. Pour attaquer l'Est de notre pays, à cause des motifs non avoués qui seront expliqués tout à l'heure par nos débatteurs autour de notre ami et frère Charles Onana. Charles, vous voulez vous mettre encore une fois debout, on va vous applaudir. De la simple poursuite des Rwandais Hutus à l'agression de la RDC, nous voici aujourd'hui en pleine guerre atroce. Alors, atroce. Et mon Dieu, que des morts qui se comptent par millions de vols en vrac au sud, au but de tout le monde entier. Que dire de viol? De viol pas contraint. Charles Onana, vous êtes spécialement intéressé à cette question. Vous, politologue du talent et panafricaniste de renom, vous avez écrit précédemment, entre autres, les secrets de la justice internationale, on l'a dit, enquête truquée sur les génocides rwandais et silence sur un attentat, le scandale du génocide rwandais. Même année, en 2009, à Paris, vous avez publié C.Q.R. Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Cher ami, en 2004, Honoré Banda, un ami, un frère, a largué sur le marché de livres un titre à sensation intitulé Crime organisé en Afrique centrale, avec un sous-titre Révélation sur des réseaux rwandais occidentaux. Vous, Charles Onana, encore vous avez préfacé ce livre de Bach. Plus, je soupçonne que les amitiés avec Pierre Péan en cette matière ont été fructueuses. Je me rappelle du livre Noir tueur, Blanc menteur, et aussi du livre Carthage, guerre secrète des grandes puissances en Afrique. Je me rappelle pleinement du livre de Honoré Banda et Patrick Mbeko sur Stratégie du chaos et du mensonge, avec un sous-titre qui en dit long, Poker menteur et Panafrique des Grands Lacs. Aussi, je ne peux pas ne pas mentionner
mon ami Freddy Moulumba Kaboya, qui est connu. Monsieur Freddy, voulez vous mettre debout? On va vous applaudir aussi, pourquoi pas. Freddy Moulumba Kaboya est connu aujourd'hui comme spécialiste en problématique, mieux, en problématologie de la balkanisation. Il a articulé sur les ressources stratégiques comme fondement économique des guerres de balkanisation à RDC. Moi, de ma part, j'ai lancé sur le marché des livres à sensation que j'ai intitulés Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs de 65 à nos jours. Mon cher Charles, vous connaissant très bien, je sais que vis-à-vis de notre pays, vous êtes resté toujours dans l'esprit de véridiction, c'est-à-dire cet esprit qui entraîne dans un vagabondage scientifique. Oui, vagabondage scientifique. Pour comprendre les méandres compliqués de l'histoire situationnelle qui endeuille atrocement notre pays. Congo de Boca, allez-y, Congo. Mikolo tosengelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofumboli miso lelo tomoni Ça veut dire tofungoli miso lelo. Continuez. Tofungoli miso lelo. tofumboli miso lelo tomoni bozo banyoso tosali. Arrêtez. Son discours rapporté que la moutarde a pris défendre le Congo. Ezali Kamboya, Mabele. Pas fort ça pour défendre. Ezali Kamboya, Mabele. Non, c'est très fort. Vous voulez que le Rwanda passe par-dessus? Ezali Kamboya, Mabele. Voilà, là on est dans la vigueur des léopards. Merci Monsieur le Recteur de m'avoir invité pour partager avec les confrères d'ici, parce que là je change ma casquette, là je remets la casquette de l'organisation. Je remercie tous nos corps enseignants et toute l'administration qui a fait faire travailler beaucoup. Comment c'est le colonne pour travailler, je retrouve aussi des visages connus dans l'assistance. Eh bien, je ne peux pas ne pas rendre un hommage à mon ami Emmanuel Lachi, qui m'a dit, bon ben tu vas chez toi, là c'est plus que chez toi. Évidemment, quand je vois l'accueil de M. le recteur que je reçois ici et toute l'affection que je reçois ici, eh bien je pense que je vais essayer de faire honneur à notre métier de journaliste. Vous savez, le journalisme d'enquête, quand j'ai commencé ce métier, ce travail-là, mon objectif était d'être un journaliste sérieux. Je ne savais pas si j'allais avoir d'interroger beaucoup avant de vous prononcer. C'est exactement cette méthode que j'ai utilisée pour arriver à travailler sur le dossier du Congo. Parce que il y a, je ne vous apprends rien quand vous regardez la bibliographie de travail fait par les auteurs congolais, fait par des Occidentaux sur le Congo, c'est énorme, c'est colossal, vous ne savez même pas par où commencer. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup agacé, c'est le fait de voir que les travaux de beaucoup de chercheurs congolais n'étaient pas valorisés, n'étaient pas reconnus, n'étaient pas
associé quand on analyse les questions du Congo. Et j'ai voulu, à travers ce livre que j'ai fait, mettre en évidence le travail qui a été fait ici par les chercheurs congolais, donc Emmanuel Nachi, le professeur Mararo Choualimoué et plein d'autres. Et je voulais aussi mettre en évidence le travail qui a été fait par les parlementaires congolais, notamment M. Bangou, qui était parlementaire, le président de la commission Bangou, qui porte son nom, a été quasiment ignoré par ces dernières générations de chercheurs et même de parlementaires congolais, qui ne ramènent pas, quand on veut faire de la polémique sur les affaires du Congo concernant la question des Banyamulenge par exemple, on fait comme si le Congo n'a jamais rien fait. Il y a eu un énorme travail fait par la commission Bangou, très très bien documenté, et des gens qui n'étaient passionnés que par la recherche de la vérité. Et le fait d'enterrer ce type de rapport, pour moi, je trouve quelque chose de profondément dangereux et choquant pour les intelligences congolaises qui méritent, lorsqu'on veut faire des polémiques sur ce sujet, il faut faire ramener le travail de la commission Bangou en surface pour que les jeunes Congolais qui ne connaissent pas sachent qu'il y a des gens très sérieux. Et d'ailleurs, cette commission-là avait beaucoup de professeurs de très haut niveau qui ont fait l'effort de travailler sérieusement. Donc, je pense que cela, pour moi, était très important, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai voulu, à travers cette approche, obtenir des archives des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai obtenu des archives confidentielles du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule stratégique qui se penche, qui réfléchit sur la diplomatie, la politique étrangère de l'Union européenne. J'ai travaillé sur les archives de la Maison Blanche également, et j'ai pu avoir accès également aux archives de la présidence de la République française, et puis aussi les archives du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, et puis j'ai rencontré également un certain nombre de personnalités importantes dans cette histoire, notamment le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des 4 Belges entre 1993 et 1994. J'ai aidé à éditer le livre de Jacques Roger Bobo, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Rwanda entre 1993 et 1994. J'ai travaillé aussi avec la documentation des archives de Mme Cynthia McKinney, qui était l'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région. Et puis, j'ai associé à cela beaucoup d'autres documents d'acteurs moins connus, mais qui ont très bien travaillé sur la région. Eh bien, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en général, vous savez que la question qu'on pose toujours aux journalistes, c'est quoi vos sources? Moi, j'ai donc utilisé ma force de journaliste dans l'environnement scientifique, parce que j'ai constaté que les deux univers ne se côtoyaient pas beaucoup. Le monde des enseignants, grands professeurs, avait un peu tendance à mépriser ou à estimer les journalistes. Et les journalistes, parfois, sont très arrogants aussi, les mauvais journalistes, vous allez comprendre pourquoi je parle, très arrogants, en ayant l'impression qu'ils comprennent tout et que les autres, même les gens qui sont plus outillés qu'eux, ne méritent pas d'être entendus. Donc, à travers mon approche purement méthodologique, j'ai tenté très modestement de réconcilier un peu ces deux mondes et de voir que chacun avait quelque chose à apporter à l'autre, et que à la fin du parcours, eh bien, on retrouve donc Holocauste au Congo avec ces deux catégories de compétences que j'ai essayé de rencontrer. Alors, je pose la question de savoir, évidemment, ce que j'ai essayé de faire, qu'est-ce que j'ai découvert une chose extrêmement grave pour la République démocratique du Congo. Avant que je vous explique cela, je dois vous dire l'expérience que j'ai vécue et qui m'a conforté, consolidé, renforcé dans ma démarche d'aller beaucoup plus loin sur la crise du Congo, sur le drame du Congo. C'était l'expérience sur le Soudan, donc un pays voisin qui se trouve ici au nord-est
de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez tous entendu parler de la crise du Darfour ici il y a quelques années. Tous les médias internationaux couvraient le Darfour, matin, midi et soir. On disait qu'il y avait un génocide en cours au Darfour, etc. Je suis allé au Soudan pour travailler sur cette affaire-là. Eh bien, qu'est-ce qui était à ce moment-là la mission de la paix au Soudan? C'était les troupes rwandaises de Paul Kagame. Alors, cela m'a intrigué parce que je ne comprenais pas pourquoi un pays qui avait eu du mal à régler ses problèmes internes au Rwanda pouvait se retrouver en situation d'assurer une mission de la paix au Soudan. J'ai compris effectivement que les États-Unis avaient beaucoup appuyé cette initiative et que l'ensemble des éléments, la logistique, l'ensemble de la logistique qui a été utilisée par les forces rwandaises au Soudan venait de Stuttgart en Allemagne dans le cadre du programme Africom des États-Unis dans la force commandement militaire américain en Afrique. Et pendant cette période-là, j'ai eu à rencontrer également les autorités soudanaises. Parce que très rapidement, il y avait la question de la partition du Soudan qui commençait déjà à devenir une question importante. Et en discutant avec les autorités soudanaises, je leur ai dit, mais écoutez, je vois que vous avez vraiment envie de céder aux pressions occidentales sur la partition du Soudan en deux. Est-ce que vous pensez que M. John Garang, qui a fait la guerre pour la libération du Soudan pendant des années, est-ce que vous pensez qu'il était stupide puisqu'il a toujours demandé non pas la partition du Soudan, mais une grande autonomie du Sud-Soudan? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à aller plus loin que John Garang pour obtenir l'indépendance du Soudan du Sud? Ils me disent, ben, M. Nana, vous ne connaissez pas notre pays, les choses sont très compliquées. Ici, j'ai dit oui, moi, je n'ai pas la prétention de connaître le pays, je ne parle pas arabe, je ne suis pas musulman, mais je cherche à comprendre la logique qui vous a conduit jusqu'à là. Et là, ils me disent, il y a beaucoup de pression des pays occidentaux sur le fait que nous devons aller jusqu'à céder, à rendre le Sud-Soudan indépendant. Si nous cédons à cette pression, il est fort possible que nous allons avoir la paix dans ce pays. Je les regarde, je leur dis, mais je ne leur dis pas ce qui me vient à la bouche, là, parce que je me dis, bon, c'est pratique, la sagesse africaine qui dit avant de parler, il faut retourner sa langue plusieurs fois dans la bouche, parce que j'ai envie de leur demander comment pouvez-vous être aussi naïf que ça, avec toute l'expérience politique et diplomatique que vous avez. Je ne comprends pas pourquoi vous allez dans cette direction. Eh bien, je leur dis, ben, j'espère que pour le Soudan, ce sera effectivement, vous allez retrouver la paix et que les choses se passeront bien. Je publie le livre en 2010 en disant que c'est très dangereux ce que les Soudanais veulent faire, parce que je ne crois pas que la partition du Soudan est une bonne chose pour le Soudan et pour les Soudanais. Je ne crois pas non plus que le Soudan retrouvera la sécurité une fois qu'il y aura la partition. Parce que quand le pays est plus vaste, pour attaquer le Soudan, il faut effectivement déployer beaucoup d'énergie. Mais à partir du moment où vous avez la partition, on peut venir menacer le Soudan dans les nouvelles frontières. Alors, je suis rentré, j'ai publié le livre en 2010 et en 2011, on a vu le Soudan indépendant, le Sud-Soudan devenir indépendant. Comme vous devez le constater, eh bien, les Soudans du Nord, coup d'État sur coup d'État, avec une anarchie incroyable. Le Sud-Soudan, dans la guerre, plongé jusqu'au bout, avec une exploitation des ressources pétrolières importantes. Et évidemment, qui est revenu au Soudan ces dernières années, M. Paul Kagame et ses troupes. Donc, j'ai compris, et donc les Soudanais m'ont rappelé pour me dire, oui, est-ce que M. Nana, vous seriez intéressé de devenir expert si jamais le président al-Bashir était envoyé devant la Cour pénale internationale? Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas de devenir expert. Ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit calmement, tranquillement, il y a longtemps,
vous n'avez pas écouté, maintenant le feu est dans la maison, je ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce que le fait pour moi de devenir expert va vous apporter? Je ne crois rien du tout. Alors, l'idée de cette expérience-là, donc, revenez sur le Congo DDA, le cher Congo, c'est la même chose qui risque d'arriver à ce pays si on ne se dépêche pas de montrer ce qui est en train de s'organiser contre le Congo. J'ai trop de frères et d'amis au Congo, je n'ai pas envie de les voir ici, donc je vais sortir et produire les documents que j'ai et tous les éléments que j'ai. C'est ainsi donc que je me suis mis au travail pour travailler sur la crise du Congo. Et la chose la plus grave que j'ai découverte dans ce travail, c'est que contrairement à ce qu'ont pensé beaucoup d'historiens et de chercheurs en RDC, la première guerre du Congo, ce n'est pas en 1997, c'est en 1994, au moment où se passent les événements du Rwanda. Vous avez entendu M. le recteur dire tout à l'heure qu'on a assisté à un afflux massif de réfugiés rwandais sur le sol congolais, sans que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là aux autorités congolaises? On leur disait, mais ils ont joué sur la corde sensible, sachant que les Congolais sont généralement hospitaliers, généralement accueillants. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en disant, vous n'allez quand même pas former vos frontières à vos frères rwandais. Évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas dire aux Congolais. Et ils ont laissé passer le maximum de Rwandais au point que le Congo s'est retrouvé dans l'incapacité de gérer quasiment tout un pays qui s'est déversé au Congo, parce que les autres, en face, ils avaient envie de déverser toute la population. Et comment j'ai compris ce qui se cachait derrière cet afflux de réfugiés? C'est en analysant la stratégie militaire qui a été utilisée par Paul Kagame, parce qu'il faut comprendre que lorsque Paul Kagame attaque le Rwanda pour prendre le pouvoir là-bas, ils attaquent par le nord et ils passent par l'est en fermant la frontière avec la Tanzanie et en fermant la frontière avec le Burundi. Et ils se sont mis à pousser toutes les populations du Rwanda vers l'ouest, donc vers l'est du Congo, et il y avait deux portes d'entrée au Congo, soit l'entrée par Goma, soit l'entrée par Bukavu. Et donc, toutes ces populations sont rentrées par ces deux portes. Et le monde entier a assisté à ça, en sachant exactement que c'était quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Et dans le même temps, on n'a pas aidé le Congo à gérer cet afflux de masse. Et vous aurez remarqué que cette affaire a duré pendant 2 ans, c'est-à-dire de 1994 à 1996. Kagame ne voulait pas que les troupes des nations rentrent là-bas, parce qu'il disait que c'était des génocidaires. Donc, les bébés de 2 mois étaient des génocidaires, des grands-mères étaient des génocidaires, des grands-pères étaient des génocidaires, des infirmes étaient des génocidaires. En fait, tout le monde, sous ce vocable de génocidaire, eh bien, ils ont condamné quasiment leur propre population à rester sur le sol congolais. C'est donc ce que moi j'ai appelé la guerre masquée, l'invasion masquée du Congo par le truchement des réfugiés. Parce que l'envoi massif de ces populations a été une action militaire réfléchie, pensée, concertée, qui a abouti à ça. Le deuxième élément, c'est qu'en 1996, vous avez donc entendu que les Banyamulenge revendiquaient des droits sur leur nationalité, etc. D'ailleurs, moi, je n'ai pas très bien compris comment on peut revendiquer des droits pour avoir la nationalité si on est d'office congolais. Parce que je n'ai entendu aucune autre communauté au Congo qui se plaint de devoir avoir la nationalité congolaise. Parce que les gens sont nés au Congo, les grands-parents sont au Congo depuis des siècles, donc il n'y a pas, vous n'avez que simplement qu'à aller chercher votre carte d'identité pour votre passeport pour voyager. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne la nationalité. Bon. Alors, comme le Congo a toujours été généreux, ils ont donné la nationalité, mais avec la fameuse loi de 70, et après, les gens se sont rendus compte que ce n'était plus une affaire de revendication de droit, c'était devenu, il faut renverser le régime du maréchal Mobutu. Bon.
Je n'ai pas vu une autre communauté, Mobutu avait des opposants politiques, connus et reconnus. Aucun de ces opposants n'a pris des armes pour demander le départ de Mobutu par la violence. Il n'y avait que ce groupe qui l'a fait et manifestement soutenu par les Italiens. Alors, j'ai retrouvé les documents au sein du Congrès américain qui montrent comment tout cela s'est passé. J'ai décidé donc de les produire dans l'Holocauste pour que les Congolais s'en aperçoivent. Mais que se passe-t-il entre 1994 et 1996? Je demande à des experts militaires pour obtenir un coup d'État, parce que c'est de ça dont il est question. Le coup d'État a été fait contre le maréchal Mobutu ici. Pour obtenir un coup d'État comme celui-là, combien de temps faut-il pour préparer une opération, une action militaire de grande envergure avec ça? Qui a un nom, chez les Rwandais, ça s'appelle la stratégie du talk and fight. C'est-à-dire qu'on parle, on négocie et on combat sur le plan militaire. Cette stratégie a payé parce que entre 1991 et 1993, il y avait des accords d'Arusha qui devaient ramener Hutu et Tutsi à diriger le pouvoir au Rwanda. Quand tous ces accords ont été obtenus et signés, en 1993, la fin des accords d'Arusha, on attendait de les mettre en application. Le 6 avril 1994, ils ont abattu l'avion du président. Je voulais donc vous dire, vous, jeunes Congolais, de ne pas laisser le scénario qui s'est produit chez eux au Rwanda se reproduire ici, où on vous pousse à négocier, à céder tout le temps. Vous devez constater que pendant que vous négociez, vous cédez, jamais on condamne celui qui vous attaque, jamais on condamne celui qui a déjà commis plus de 10 millions de morts, de viols, de 500 000 femmes violées sur le territoire congolais. Ils ne sont ni condamnés, ni accusés, mais ils ont plutôt obtenu un dernier accord de partenariat avec l'Union européenne. Donc, ce livre et ce passage étaient tout simplement pour vous dire que je vous aime tellement que je n'ai pas envie de vous voir en exil avec un si beau et un si grand pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charles. À dire un mot par rapport à tout ce qu'il a entendu et vu. De la communauté internationale. Et je parle de cela, en fait, pour compléter Onana et dire que le silence de la communauté internationale sur les méfaits qui se déroulent dans notre pays, ce silence ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2 siècles et je vais m'efforcer de vous le montrer. Bien. Vous ne voyez pas bien, mais c'est cet ouvrage que j'ai publié une année, intitulé Congo-Zanzibar. Le Congo-Zanzibar de Henry Morton Stanley. Stanley, c'est un journaliste. Nous sommes dans une école de formation des communicateurs, des journalistes. Stanley, la personne dont le nom est vraiment attaché à notre État, c'est un journaliste. Autrement dit, à partir de la matière qu'il a produite, ce monsieur-là, il est venu en reportage dans notre pays. Il est resté chez nous de 1871 à 1877. Et pendant ce temps, il a évolué comme reporter. Et je suis allé lire, relire les articles que Stanley a écrits il y a 150 ans. 150 ans, je vous dis bien, en anglais d'abord, en français, parce que ça a été traduit par la suite. J'ai relu Stanley pour vérifier et voir pourquoi ce silence sur les méfaits sur le Congo. Je vous montre d'abord cette carte.
J'ai dit le livre Congo-Zanzibar. Regardez Zanzibar, océan Indien, à votre droite. C'est une toute petite île que vous découvrez difficilement, très difficilement. Ça, ce sont 6000 km², simplement. Et j'insiste sur la petitesse des Zanzibar pour que tout au long de mon propos, vous puissiez constamment faire allusion à quelque chose de pareil. Je n'insinue rien, mais je vous invite à garder dans votre mémoire la petitesse des Zanzibar et l'importance que cette île a eu sur le Congo. La distance est longue. Revenez s'il vous plaît. Entre Zanzibar et le Congo. Et ce qui intéresse les gens aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe à droite du lac Tanganyika, mais c'est à gauche. C'est-à-dire, c'est à droite. Ce qui se passe entre les lacs Tanganyika et le reste, c'est-à-dire c'est notre Congo. Mais le petit Zanzibar a une importance que vous ne pouvez pas deviner aujourd'hui. Allez-y avec moi. Ok. Et j'ai intitulé mon propos, je l'ai articulé autour de 2 petits points. On m'a dit que ça va être court et serré. 2 petits points. Les silences de Stanley, journaliste, 5 ans de reportage au Congo. Il a écrit de nombreux articles, mais il y a des silences que nous allons découvrir et il y a des semi-vérités, toujours chez Stanley. Allons-y. Il y a les 5 silences de Stanley. Allons-y. Voici le premier silence. Stanley qui a écrit sur notre pays n'a jamais dit, jamais dans aucun de ses écrits, que c'était protégé du pouvoir américain. Il ne l'a jamais dit. Il n'a dit qu'il est originaire du Royaume-Uni, il a la nationalité américaine, mais qu'ils disent qu'il est le protégé du pouvoir américain, et j'ai dit le pouvoir militaire américain, il ne l'a jamais dit. Mais voici, Stanley a été un reporter dans la guerre d'Abyssinie, la guerre qui a permis aux Britanniques de vaincre l'ancien empereur d'Abyssinie, c'est-à-dire d'Éthiopie, Théodoros. Il a été recommandé pour devenir reporter de guerre par 2 généraux américains. Le premier, Ulysses Grant, le deuxième, William Sherman. Mais qui sont ces généraux? Le premier, Ulysses Grant, est celui qui commandait l'armée américaine pendant la guerre de sécession et qui est devenu président des États-Unis. Donc Stanley avait été recommandé par le futur président des États-Unis. Et le deuxième général, c'est celui qui a succédé justement au commandant en chef devenu président. Stanley n'a jamais dit qu'il était le protégé du pouvoir militaire américain. Deuxième silence de Stanley. Stanley n'a jamais écrit qu'avant que lui ne vienne au Congo, 50 ans avant, son pays d'adoption, les États-Unis, coopérait avec les tout petits Zanzibar dont j'ai parlé depuis 2 siècles. Les Américains sont en train de coopérer avec Zanzibar depuis 2 siècles. 1832. En 1832, un Américain va à Zanzibar pour vendre son bateau, Marianne. Il rentre, il commence les contacts au sein du gouvernement, au sein de l'administration américaine. Une année après, les Américains signent un traité d'amitié et de commerce avec le petit Zanzibar, 1833. Nous ne sommes même pas encore à la conférence de Berlin. Donc, un demi-siècle avant, en 1837, les États-Unis ouvrent un consulat à Zanzibar. 1837.
Et le consul qui sera là en 1871, Webb, c'est celui-là qui sera en contact avec Stanley. Troisième silence de Stanley. Stanley n'a jamais dit, n'a jamais écrit que déjà à cette époque, c'est 1840, pas 1900, en 1840, le sultan de Zanzibar a envoyé son bateau qui est allé accoster à New York, le grand port de New York. 1840, il y a près de 2 siècles, un bateau arabe parti de Zanzibar accoste à New York après 87 jours, et dans ce bateau, il y a l'émissaire du sultan lui-même. 1840. Quatrième silence de Stanley. Stanley travaille depuis 1868 dans le journal New York Herald qui va l'envoyer au Congo. 2 voyages en 1871 pour découvrir Livingstone. Deuxième voyage en 1874 pour descendre le fleuve Congo. Et ce journal-là de New York, du grand port américain de New York, ce journal-là a comme propriétaire James Gordon Bennett, senior, donc le papa, et qui avait comme spécialité, qu'il a donné d'ailleurs à son journal, c'est le commerce maritime international. Et le patron du New York Herald, le journal dans lequel travaille Stanley et qui va l'envoyer au Congo, ce journal-là était déjà en contact avec celui qui deviendra le président des États-Unis. Celui-là, c'est Martin Van Buren, d'origine hollandaise, mais américain. Il est né à New York, il a grandi à New York, comme nous dirions chez nous aussi, né et grandi à New York. Donc, le futur président, quand il est devenu président en français, la toute première interview qu'il accorde au patron de New York Herald. Là, je vous montre la complicité entre le pouvoir américain, le président et le journal New York Herald. Cinquième et dernier silence, justement sur ce président, Martin Van Buren. Il est resté au pouvoir pendant 4 ans, des 37 à 41. Je vous ai dit, il est né à New York, il a grandi à New York, il a été procureur général de l'État de New York, gouverneur de New York, mais par la suite, suivez bien, il est devenu secrétaire d'État américain. Et voici la tranche temporelle. C'est ce futur président qui, en tant que secrétaire d'État, qui va négocier les relations d'amitié et de commerce avec Zanzibar. En ce moment-là, in tempore, c'est cet homme-là, Martin Van Buren. Alors, je vous dis de mettre en parallèle que la prospérité des Zanzibar, ça a été entre 1820 et 1840, et la prospérité des Zanzibar, c'est la traite des esclaves. Et en ce moment, le président, c'était Martin Van Buren, le président qui était en complicité avec New York Herald. Voici les 5 silences de Stanley. Vous ne trouverez pas ça dans ces écrits. Vous ne trouverez pas ça dans le manuel que nous utilisons dans nos écoles. Vous ne trouverez pas ça chez nos historiens. Et je vous dirai pourquoi et comment nous devons faire attention pour ne plus tomber dans ce piège. Reculez, s'il vous plaît. À côté des silences, je vous montre maintenant 5 semi-vérités. Je vous dis, je rentre maintenant dans les articles écrits par Stanley, dans les livres de Stanley. Et je découvre 5 semi-vérités. J'ai dit des semi-vérités parce que ce sont des faits qu'il chuchote. Et ce sont des faits que nous, aujourd'hui, n'avons pas retenus, mais que nous devons aujourd'hui retenir et redécouvrir. Première semi-vérité. Stanley a écrit 2 grands livres.
Donc, celui-là, 5 années au Congo. Et quand on entend 5 années au Congo, on pense à 1971, il est arrivé, premier voyage, deuxième voyage en 74, 2 années de voyage, 3 années de voyage, ça fait 5, mais c'est pas cela. Quand il écrit 5 années au Congo, il ne parle que de son expérience en tant qu'émissaire du roi Léopold II, après la conférence de Berlin. Mais pas les 5 années qu'il a passées comme reporter chez nous. Or, ce livre, où il parle de ses exploits, à côté du roi Léopold II, voici le nombre d'éditions. Traduit en allemand, en espagnol, en italien, traduit. Mais les 2 autres livres qui ont parlé d'histoire reporter, on nous en parle pas beaucoup. 5 années, je vous dis, 2 séries de reportages, 71, 72, il écrit à la découverte de Livingstone, 2e série, 2e reportage, 74, 77, la descente du fleuve Congo. Et qu'est-ce que vous allez découvrir comme sénilité dans ces reportages? Stanley ne souligne pas le fait que quand il est venu chercher Livingstone au Congo, que ce n'était pas un simple pasteur, un simple médecin. Il ne dit pas que Stanley, entre-temps, depuis 1858, il avait été investi par la reine du Royaume-Uni comme consul de son pays chargé de l'exploration de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Livingstone, ce n'était donc pas un petit monsieur, c'était un officiel que Stanley est venu chercher. Il ne dira pas, il est chuchote, mais j'ai entendu. Stanley ne dit pas non plus que quand il vient chez nous, il a comme livre de chevet le livre d'un certain capitaine James Tuckey, un Anglais, qui avait essayé en 1816 de remonter le fleuve Congo à partir de l'océan Atlantique, d'arriver jusqu'à Kinshasa. Il n'a pas pu, il s'est arrêté à mi-chemin et il a écrit. Et Tuckey a dit des choses qui sont... Tuckey a dit des choses que Stanley connaissait, mais qu'il n'a pas voulu souligner. Il a dit que son livre qu'il avait comme livre de chevet, ce livre-là était écrit par Tuckey, qui était envoyé par l'Angleterre pour préparer ce qui devait être le Congo interocéanique, c'est-à-dire partant de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. La deuxième sénilité, M. le secrétaire académique, je vais très vite. Voici encore une sénilité, comme je l'ai dit. Ce monsieur-là, Livingstone, il était tout ça, médecin d'abord et pasteur, devenu explorateur, c'est un pasteur défroqué. Il avait démissionné comme pasteur. Il est devenu membre de la Royal Society Geographic, c'est-à-dire le centre de recherche géographique de son pays officiellement, et il a été nommé consul. Troisième sénilité. Stanley, quand il arrive pour la première fois à Zanzibar en 1871, il dit tout simplement comme ça que son patron n'avait pas encore envoyé l'argent pour sa mission, pour son reportage. Mais comment a-t-il eu de l'argent? Le consul des États-Unis l'a présenté à un Indien, Toria Topan, qui était à Zanzibar. Mais qui était ce monsieur-là, Toria Topan? Topan, il était collaborateur du sultan. C'est lui qui était le patron des douanes à Zanzibar. C'était lui qui était le financier du sultan. Donc, quand Stanley arrive à Zanzibar,
il y a déjà liaison entre Topal, Livingstone, Tipotip et Stanley. On peut passer. Quatrième et avant-dernière semi-vérité. Stanley ne nous dit pas, il ne dit pas dans ses articles qu'il a signé un accord le 22 octobre 1976 avec le fameux Tipotip que l'on a présenté, que l'on continue à présenter comme un esclavagiste. Il n'a jamais dit cela dans ses écrits. Jamais. On continue. Et voici le contenu de cet accord qu'il a signé avec Tipotip. Stanley avait besoin de Tipotip pour qu'il lui donne des pirogues pour descendre le fleuve à partir de Nyangwe. Il avait besoin d'accompagnement et Tipotip lui a donné tout un bataillon, 700 hommes, dont 150 hommes avec des fusils et le reste comme accompagnateurs et tout ceci. Tout un bataillon de Tipotip a accompagné Stanley de Nyangwe jusque plus ou moins Kindu, à 4 km de Kindu, à un village qu'on appelle Vignanjara. C'est à Vignanjara, à juste 4 km de Kindu, que Stanley va se séparer de Tipotip, dont il ne parle pas dans ses écrits. Enfin, cinquième semi-vérité. C'est seulement dans l'article que Stanley écrit le 10 octobre 1877, paru dans New Herald, que Stanley se met à critiquer le sultan des Zanzibar et les Zanzibaristes et les esclavagistes. Or, pourquoi son journal publie-t-il cet article le 10 octobre 1977? C'est que Stanley avait déjà quitté le Congo depuis 2 mois. Depuis 1 mois. 2 mois, il était parti et c'est par la suite seulement que le journal américain va publier ce qu'il avait écrit. Et qu'est-ce qu'il avait écrit? Voilà ce qu'il avait écrit. Maintenant qu'il n'est plus au Congo, maintenant qu'il n'est plus avec Tipotip, maintenant qu'il n'est plus avec les cités Zanzibar, voilà comment il commence à se mettre à critiquer Zanzibar. Il dit, une toute petite île comme Zanzibar. Il dit, aucun État européen ne devrait soutenir Zanzibar. Or, ce n'était pas vrai. Toutes les grandes puissances avaient leur consulat à Zanzibar. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, ainsi de suite. Il écrit, c'est un tout petit État qui s'enrichit que sur le commerce et les trafics illicites. Il traite des Zanzibaristes des gens insignifiants. Continue. Et voici à quoi je vais aboutir. Finalement, le Congo, dont parle Stanley, dont il parle Stanley à travers ses silences et ses semi-vérités, c'est le Congo politique. Et il écrira dans un de ses ouvrages plus tard, je suis persuadé que la question soulevée par cette puissante voie fluviale, c'est-à-dire le fleuve Congo, deviendra plus tard une question politique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus. Plus tard, nous y sommes déjà. Comment suis-je arrivé à détecter ces silences et ces semi-vérités de Stanley? Rien que par une simple méthodologie. Notre aîné, Valentin Yves Boudimbe, nous donne la leçon de considérer tout ce que les fameux occidentaux sur lesquels nous comptons pour qu'ils puissent nous épauler, ils n'organisent que la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire qu'ils nous offrent à connaître ce qui arrange leurs intérêts et ce qui ne les arrange pas est mis dans le silence. Et après lui, un communicologue, Charodo, nous dit que le journal ne reflète le miroir social qu'à partir du lieu d'énonciation, à partir du point de vue qui est le sien. Et je vous remercie d'avoir avec moi découvert les silences et les semi-vérités. En 2020,
En 2008, nous étions à Québec avec un ami sénégalais, Jean Le Soleil. On nous a demandé d'écrire des articles sur l'apport de la francophonie à l'Afrique. Moi, j'ai fait mon article pour demander à la francophonie de s'occuper du Congo. J'ai critiqué un peu la guerre à l'Est. L'article du Sénégalais est sorti depuis dans le Journal du Soleil de Québec, sauf les miens. On m'a payé moins de $200 canadiens. Je suis parti demander des comptes. Je pose la question à notre confrère, pourquoi l'article n'est pas sorti? Il m'a dit non, ça sera mis sur le site. J'ai trouvé ça un peu louche. Après la francophonie, je descends à Paris, par la Bruxelles, je rencontre Bertin Mapak. Mapak me dit, c'est en 2008, il me dit, mais vous savez, il y a des cartes qui circulent ici. Le Congo est en morceaux. Donc, le Congo sera divisé. Je redescends à Kinshasa, je rencontre Modeste Mutinga Mutuchayi, qui est le propriétaire du préfet potentiel. Je lui explique. Je lui dis, j'ai l'information, on va organiser le pays. Qu'est-ce qu'on a fait? Modeste m'autorise déjà de faire dans les coins, à la une, dans un coin du journal, non à la organisation. Ça fait à peu près 5 ans. Et puis, nos ambassades tantôt à Kinshasa, on fait pression jusqu'à ce qu'on a enlevé cette histoire dans la organisation. Je pense que les journalistes allaient bénéficier de la vie. Par hasard, M. Powell dépose, c'était en 2008, Obama entre à la Maison Blanche. Powell demande à ce qu'il propose au président Obama, et l'article est sorti dans Jeune Afrique, où il demande à ce qu'on puisse résoudre la question du Congo pour concéder un peu quelques responsabilités au Rwanda. Par hasard, on a découvert ça. Et j'ai demandé à notre staff, donc notre rédaction, qu'on en fasse la manchette. Et on a dit le plan de la organisation de M. Cohen. Après un temps, on a commencé à faire des conférences. En 2014, les Américains, deux Américains, un noir et un non-pakistanais, sont venus avec M. Kalonji, les vérifiés, M. Kalonji est encore l'ambassadeur américain, ils sont venus à mon bureau. Ils m'ont demandé de nous rencontrer avec mon ami le professeur Gabon. On a eu une discussion pendant 1 heure. Ils ont fait des rapports à la maison, au département d'État. Par hasard, il y a eu une fuite de Wikileaks. Un Congolais qui était à Bruxelles a vu les textes, il a traduit. Il va envoyer les textes ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ce qu'on publie ça à la une. On a publié les textes. Et puis après, les Américains m'ont invité. Je venais de la Chine. Ça, culture américaine m'a invité pour que j'aille à Washington, au département d'État, pour être formé en matière de diplomatie américaine, Afrique étrangère. On était 2 Congolais. M. Kibangoula, sa femme est ici, elle est journaliste chez France 24. Kibangoula et moi, on est 2 Congolais, avec 6 autres Africains, 2 Tanzaniens, Congolais, Brazzaville, Béninois et Guinéens Conakry. Nous arrivons, ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'attitude des Américains. La dame qui nous appelle ici nous dit ici, c'est la vérité. Ne vous gênez pas quand vous parlez. Donc, moi, j'étais un homme libre. Nous arrivons maintenant au département, il y avait des spécialistes de l'Afrique. J'ai commencé à parler du Congo et puis il avait amené 10 livres qu'on avait publiés ici avec le Kabonambaya et Kabongoumari. Je parle, j'ose les tons,
On termine, je vois une femme, elle s'appelle Catherine, elle est blanche, américaine. Elle me tire de côté. Elle me dit, elle était à Kinshasa en 2000. Donc, elle connaît tout ce qui se passe à l'Afrique du Sud. Avec France. Elle me dit, Frédéric, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas des élites qui émergent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'histoire se répète. On ne voit pas à Kinshasa une élite politique, une élite intellectuelle qui émerge. Il y a un vide. Voilà notre drame. Donc, le potentiel de l'ESN a balayé toutes les conférences. Je suis parti de là. On peut dénommer là. Après 4 ans, la dernière année, la 4e année, le DG, M. Kabila, qui était le DG, moi il était DG, automatiquement, je deviens DG AI. Les problèmes commencent. En tant qu'intellectuel, je peux vous dire que mon départ au potentiel, ce n'est pas gratuit. On voulait faire taire les Congolais. Mon départ, à la réalité, ce n'est pas gratuit. On veut taire les Congolais. Il est temps de vous mettre debout. Ces pays, nos enfants ne seront jamais des esclaves des Rwandais, ni des Ougandais, ni des Occidentaux. Je voudrais m'adresser aux jeunes gens qui passent tout leur temps à danser, à boire. Prenez conscience, ce qui se joue ici, c'est l'avenir de notre pays. Nous faisons l'erreur. Le Congo disparaît. L'histoire nous montre que les États, on les crée tout comme on peut les faire. Dans ces pays, personne ne pouvait affronter Kagame. Personne. Tout le monde avait peur. Et les intellectuels et les hommes politiques. On a la chance maintenant de démystifier l'homme qui est à la base de nos malheurs. Pour l'Occident, Kagame c'est l'homme. Ils ne vont pas changer. Tout est question de rapport de force. Vous devez comprendre ça. Rapport de force sur le plan militaire, rapport de force sur le plan intellectuel. Voilà pourquoi il faut lire les livres de Charles Onana. Lire les livres que vous avez publiés sur la lutte contre la balkanisation. Pour que vous compreniez où est-ce qu'on part. Les Congo, il n'y aura pas de tout le Rwanda. C'est grâce au Congo, la plupart des étudiants congolais ici, ils sont égalisés, ils ont le cours. C'est connu. On ne peut pas accepter 110 millions de Congolais être dominés par un petit pays comme le Rwanda à la tête, un petit comme Kagame. Kagame fait peur à tout le monde. Il faut briser la peur. Commencez par parler. Aujourd'hui, Fachi Natagafas. Curieusement, Kinshasa, aucun intellectuel, aucun politique ne parle. Il y a un problème. Ça signifie que les vers est dans les fruits. Je vous remercie. Ce discours d'exhortation qui complète le discours de Charles Onana. Merci au professeur Ekambo qui nous a fait comprendre que notre guerre a changé et elle n'est plus seulement que militaire. En live, nos étudiants qui sont des communicateurs. La communication, c'est le carrefour conceptuel. Nos amis journalistes, vous avez tout le temps d'interroger Charles. D'abord nos étudiants, ensuite je vais revenir vers vous. Alors, on va prendre 5 étudiants rapidement. 94 entre le Hutu ainsi que le Tutsi. Eu égard à ce qui précède M. Charles, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent que le gouvernement congolais, plutôt, avec ceux qui pensent que les USA, les États-Unis d'Amérique sont derrière le Rwanda pour agresser la RDC? Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent comme ça? Et toute deuxième question, pensez-vous que négocier avec le Rwanda serait une solution efficace? Puisque vous avez parlé de talk and fight, une stratégie utilisée par Paul Kagame et son gouvernement
Paul Kagame est un ancien apprenant d'un centre de formation de l'armée américaine, Fort Level, un centre où il a appris la psychologie de guerre. Vous l'avez parlé de votre niveau également. Alors, pensez-vous que négocier avec le gouvernement rwandais serait une solution? La population dans l'est du pays ont été contre la MONUSCO. C'est un sacrifice. Tant que... Allez-y, mademoiselle. C'était un sacrifice. Pourquoi on a prolongé jusqu'à 2024 tant qu'on a perdu plusieurs de nos chefs de nos... Je réponds au nom de Di Mukasa, je suis assistante pacifique. Alors, avez-vous attendu la sortie de votre livre Holocauste pour hausser le camp et venir en RDC? Quelqu'un m'a dit hier qu'on est prêt aussi Mamano. Je ne dis pas de ces Bogate, ils sont aussi Mamano. Ça veut dire le peuple est prêt à aller au front. Je vais être Allez droit au steak, hein. Allez droit au steak. Je voulais dire que c'est paradoxal, vous parlez du Rwanda et vous parlez de l'Europe congolais, alors que c'est vivant, on ne le retrouve pas dans les bibliothèques. Je voudrais insister, la demoiselle l'a dit, je voudrais insister sur l'extrême priorité de nos ennemis rwandais. Il ne faut pas se tromper. Dans cet ouvrage, il y a quel événement? Il y a un village du Nord Kivu, Encerclement, une manœuvre grossière d'encerclement. Ils sont maintenant au Congo, Brazzaville. C'est un arc, c'est une manœuvre d'encerclement, et quand on encercle, c'est pour étouffer comme le bois. À Kinshasa, ça c'est une alerte. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils attaquent. Rwandais était venu au Congo pour les terrains. Je crois que, Charles, nous allons nous en tenir là ou encore une question, s'il vous plaît. Aidez-moi à rester élégant avec vous. Merci. La question concernant le fait que pourquoi j'ai attendu jusque-là pour venir au Congo, vous savez, j'ai expliqué d'ailleurs dans mon livre que le pays est filtré. Lorsque James Kabarebe est arrivé ici en 1997, vous avez quand même eu à la tête de l'état-major, c'est-à-dire l'armée nationale, un Rwandais qui est retourné à Kigali pour devenir ministre de la Défense. Donc ils ont inondé le pays d'un certain nombre d'éléments leur appartenant qui contrôlent aujourd'hui l'ensemble du dispositif sécuritaire de la RDC, en tout cas à des postes stratégiques importants. L'Agence nationale de renseignement du Congo avait alerté la constitution. Manifestement, les autorités congolaises n'ont pas réagi comme il fallait par rapport à cette affaire-là. Donc il va falloir que les gens se dépêchent parce que quand vous avez un appareil sécuritaire qui est affaibli de l'intérieur, il est évident que si vous êtes attaqué de l'extérieur, ça va être très facile pour vous de vous écrouler. C'est la même chose au niveau de l'armée et c'est la même chose au niveau des services de sécurité. Tous les Congolais ne comprennent pas pourquoi on parle de l'inefficacité des FARDC par exemple. Non, les FARDC ne sont pas inefficaces. Les FARDC ont été noyautés entre 2005, 2006, 2004 par ce qu'on a appelé le programme DDR, c'était le programme désarmement, démobilisation, réinsertion, où dans les documents dans l'Union européenne, ils ont reconnu qu'ils ont mis des gens qui venaient de groupes armés différents au sein de l'armée congolaise. Donc l'armée congolaise aujourd'hui constituée de Congolais professionnels, de militaires chevronnés, mais aussi de gens qui sont des criminels de guerre et des gens qui commettent des crimes contre l'humanité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains éléments de FARDC, qui ne sont pas nécessairement des Congolais, commettent des crimes lorsqu'on leur demande d'aller protéger les populations civiles. Donc voilà la situation réelle, la photographie exacte de ce qu'est son état de FARDC. Donc c'est un appel aussi que je lance pour que les autorités congolaises se dépêchent de régler ce problème qui non seulement freine le système général de la défense nationale, mais qui ne permet pas à la population congolaise de l'Est d'être protégée. Et je crois que si à Kinshasa, on a l'impression que la guerre n'est pas encore arrivée à Kinshasa, sachez que ceux qui commettent des violences de la société à l'Est
ils ont envie de prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc il faut qu'on se dépêche pour aller vite pour que la situation ne s'aggrave pas, parce que quand c'est grave, elle devient plus compliquée à gérer que quand on peut agir avant. L'autre question qui était de savoir, donc si j'ai attendu, c'est parce que maintenant les Congolais peuvent me protéger, si vous voulez en quelque sorte. Donc la MONUSCO, pourquoi on a prolongé jusqu'en 2024? Je pense que le problème de départ des troupes est un problème très compliqué sur le plan logistique. Donc il faut un certain nombre de conditions pour apporter le matériel, etc. Et tout ça. Mais je pense que le fait que les Congolais ont exprimé le départ de la MONUSCO, je ne crois pas que c'était une mauvaise idée en soi. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils détestent la MONUSCO, parce qu'ils ne veulent pas voir les Nations Unies ici. Ils ont simplement constaté l'inefficacité des troupes de maintien de la paix. Parce que c'est quand le principe cher du Conseil de sécurité, c'est le maintien de la paix et de la sécurité. Donc quand vous mettez en place des forces, des classes communes des Nations Unies, qui sont supposées assurer la paix et la sécurité, quand vous avez des gens qui violent les femmes à proximité de la MONUSCO, qui massacrent les populations à proximité de la MONUSCO, il est légitime pour les Congolais de se poser la question de savoir pourquoi, quelle est l'importance et l'intérêt de garder une MONUSCO qui est totalement inefficace sur le territoire national. Alors, est-ce que les autorités congolaises doivent négocier avec le Rwanda? Ben, écoutez, je pense que le bon sens, c'est ce que je remarque depuis, les Congolais, l'intuition que les Congolais ont qu'il ne faut pas négocier est une bonne intuition. Puis, je crois aussi que sur le plan justement historique, vous ne pouvez pas croire à quelqu'un qui ment tout le temps, qui vous dit que quand on lui dit que ses troupes sont sur le territoire congolais et qu'il y a des preuves que ces troupes sont sur le territoire congolais, que les forces armées congolaises arrêtent des militaires rwandais sur le sol congolais et qu'on a des preuves que le M23 est soutenu par le Rwanda, et vous avez un chef de l'État rwandais qui vous dit, eh bien ce sont les FDLR que vous soutenez là-bas, alors qu'il est aussi démontré et prouvé que les autorités congolaises ont plusieurs fois, avec l'apport du Rwanda, envoyé les FDLR chez eux à de nombreuses occasions, et ils continuent toujours à brandir un alibi qui ne tient pas debout, qui ne tient pas la route. Ça, c'est une fourberie devant laquelle les Congolais ne doivent pas être ni naïfs, ni. Et puis, le dernier point, sur la question de l'opération Sipoko, pour savoir si les États-Unis sont derrière le Rwanda. Bien écouter la politique américaine qui a consisté à soutenir le Rwanda depuis de nombreuses années est pour moi une évidence. Et la meilleure preuve que, comme on dit souvent parfois, on est coupable par omission. À partir du moment où les États-Unis sont des membres influents au Conseil de sécurité et que les États-Unis n'adoptent pas des résolutions après que les membres du Congrès américain aient écrit explicitement à la fois au président de la République, mais également au ministre des Affaires étrangères, M. Blinken, attestant de ce que les Rwandais sont derrière le M23, s'il n'y a pas de résolution et de sanctions, eh bien, ça signifie qu'il y a un problème avec le Congo. On préfère soutenir le Rwanda et pas le Congo. En 1885, Léopold a pris des terres rwandaises et pour terminer, c'est l'hypocrisie des autorités congolaises. C'est l'hypocrisie des autorités congolaises. Qui a été rwandaises au Congo. Et les parlementaires à Freddy Mulumba. Nous avons commencé en 2008. Moi, j'ai commencé en 93. Il faut nous écouter. Le problème, ce sont nos autorités ici. Ils ne nous laissent pas J'ai écrit un livre à l'auteur d'Israël. J'ai écrit un livre parce que les Congolais ne savent pas lire. Charles Nana vous demande de vous répondre. Oui, j'ai tout ça en image. Je veux mettre ces images à la disposition des Congolais. Congolais n'aura pas l'empreinte peut-être.
pas très émotif en face, c'est très froid. Paul Kagame parle toujours avec beaucoup de froideur. Donc, je crois que tous ces éléments sont des éléments qui vont être analysés par. Tous ces éléments vont être analysés par les services de sécurité de ce pays. Il y a des gens très très valables et très efficaces dans les services de sécurité du Congo. Je souhaite tout simplement que les autorités aussi entendent la colère du peuple congolais. C'est très important dans le contexte actuel parce que les gens sont conscients que le pays est en danger et pour que le pays soit sauvé et protégé, il faut une alliance extrêmement forte et solide entre les autorités et les populations, notamment les étudiants et les intellectuels. Il faut qu'il y ait un lien solide entre les deux pour que le Congo puisse avancer. Que le Congo ne va pas connaître le drame, le Soudan, où les guerres ne terminent pas. Il faut féliciter Charles Onana, car il a compris, comme tout le monde, J'allais déjà. Non, j'allais ici. C'est la confusion là. Monsieur le recteur, vous pouvez continuer. Aussi, je voulais dire que Charles Onana, comme nous tous ici les avons compris, vous l'avez écrit quelque part dans notre programme, c'est que un peuple sans conscience historique, c'est pas un peuple libre. La liberté de se acquérir avec une conscience historique. Moi, aujourd'hui, quelques terres au Rwanda, pour remettre voter au Rwanda, de balkaniser le pouvoir, la fin. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il est très juste, les autorités congolaises sont prendre conscience que le Congo sera toujours le Congo et d'une manière indivisible. Quelqu'un, un Galiléen, a toujours dit, c'est Jésus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'Ougma dit, n'ayez pas peur. L'Ibamba dit, n'ayez pas peur. Tu sais qui dit, qu'elle a dit, n'ayez pas peur aujourd'hui. Félix a dit, n'ayez pas peur. Et nous disons, à l'UNICEF, nous ne voulons pas avoir peur. Les journalistes qu'on a formés ici, par nos parents et professeurs, ont été dignes de nous dire que nous ne devons pas avoir peur. Charles, l'UNICEF est fier que nous avons eu comme un fondateur. L'esprit ne porte pas n'importe quel fondateur. Nous voulons vous remettre au prix deux cadeaux. Vous mettre ici, Charles, comme vous aimez la sémiologie, comme vous aimez la sémantique, comme vous aimez la dialectique, comme vous aimez décortiquer la signification des choses, vous verrez ici une mère. Cette mère est africaine, c'est l'Afrique qui porte un enfant pour dire que le travail que vous faites est un travail de grande aventure, Charles. L'Afrique est une mère, il y a l'enfant qui est là, les enfants africains en général, les enfants congolais, les enfants voilà, plantés pour vous, et nous sommes là pour nous sentir protégés. Alors réellement protégés. L'Afrique continuera à nous protéger si nous sommes ensemble. Je vous remets ce cadeau à titre de reconnaissance. Voulez-vous le recevoir? Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que quelque parmi nous, les cadeaux, moi-même, les campagnes qui suivent, fallait de votre restaurant sur votre musée. Ce livre écrit dans la ligne de votre livre sur l'Holocauste au Congo est pour vous dire que notre lutte à jamais restera gravée comme exemple de nationalisme courageux pour la jeunesse congolaise et la jeunesse de l'UNICEF. Nous vous remercions et bien présent. Léon.